La troisième leçon de ce cours de magnétostatique va être consacrée à l'étude de l'action du champ électrique et du champ magnétique sur des charges et des courants, c'est-à-dire en fait sur des conducteurs. Et nous allons en fait étudier deux cas de figure que reflète le plan de la leçon. Premièrement, le cas de l'action du champ électrique et magnétique sur des conducteurs fixes, où, après avoir établi l'équation du mouvement, nous nous intéresserons à un effet un peu particulier qui est l'effet Hall, qui présente de nombreuses applications. Et puis, après avoir étudié l'action du champ électrique et magnétique sur des conducteurs fixes, nous nous intéresserons au cas de conducteurs en mouvement, ce qui nous permettra, après avoir établi l'équation à nouveau du mouvement, d'introduire un concept très important qui est celui du champ électromoteur. Nous nous intéresserons ensuite aux forces de la place et au travail exercé par ces forces de la place. Et cette leçon se terminera par l'étude du théorème de Maxwell qui relie en fait le travail des forces de la place au flux coupé par un conducteur à mouvement. Donc nous allons commencer par la première partie de ce cours qui est l'action du champ électrique et magnétique sur des conducteurs fixes. La première des choses à écrire, c'est l'équation du mouvement. Donc, nous nous intéressons au cas de charge mobile dans un conducteur de vitesse v, mais le conducteur lui-même est fixe. En régime permanent, c'est-à-dire après un temps relativement bref, la force de Lorentz qui s'exerce sur les charges et qui est due au champ électrique et magnétique est compensée par une force de frottement. Si ce n'était pas le cas, la force de Lorentz continuant à s'exercer, la vitesse des charges augmenterait indéfiniment. L'équation qui en résulte est la suivante. Donc la force de Lorentz qui est ici, l'action du champ électrique plus l'action du champ magnétique est compensée par cette force de frottement qui fait apparaître ici un terme, taux, que nous allons définir. Je peux réécrire cette équation de la manière suivante en faisant ressortir la vitesse maintenant des charges. On obtient l'expression suivante, Q taux sur M, E plus V vectoriel B. Taux, c'est le temps de relaxation qui est de l'ordre de 10-13 secondes et qui trouve son origine dans l'interaction des charges en mouvement avec le réseau, en fait plus particulièrement avec les défauts du réseau cristallin, c'est-à-dire les impuretés et le déplacement des atomes par rapport à leur position d'équilibre. Étudier taux supposerait que nous nous rentrions de manière plus approfondie dans un cours de physique du solide, donc nous admettrons cette valeur du temps de relaxation qui est à peu près la même pour tous les matériaux. Le résultat important qui ressort de l'équation qui est ici est le suivant. Si nous cherchons à calculer le courant, si donc nous avons n charges par mètre cube, le courant associé à ces charges qui se déplacent avec la vitesse v, eh bien c'est J égale sigma E plus V vectoriel B. Sigma, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir en électrostatique, c'est la conductivité du milieu qui, compte tenu de ce que nous venons de définir, s'écrit N Q2 taux sur M, Q est la charge, taux notre temps de relaxation et M la masse des charges en mouvement. Le résultat le plus important, en fait, est le suivant. C'est que, à cause de la présence du champ magnétique, le courant et le champ électrique ne sont plus collinéaires alors qu'ils l'étaient s'il y avait le champ électrique tout seul. On le voit très bien si on essaie d'exprimer le champ électrique à partir des relations précédentes. Il s'écrit tout simplement G sur sigma moins V vectoriel B. Si le champ magnétique n'existait pas, on retrouverait la loi de la conductivité simple, une relation collinéaire entre E et J via la conductivité. Il apparaît ici un terme supplémentaire dû au champ magnétique, et si je remplace V par l'expression en fonction du courant, je peux réécrire la relation sous cette forme-là. Le terme qui est ici, J sur Qn vectoriel B, il est homogène en fait à un champ électrique. Mais compte tenu du produit vectoriel,
Ce champ est orthogonal à B et orthogonal au courant. Il se rajoute donc, en présence du champ magnétique B, au champ électrique E parallèle que nous aurions seul si ce champ magnétique B n'était pas appliqué. Ce champ E parallèle serait tout simplement à ce moment-là égal à la densité de courant divisée par la conductivité. C'est ce champ E perpendiculaire qui va être à l'origine de l'effet Hall que nous allons étudier maintenant. L'effet Hall date de 1880, il a été découvert par le physicien du même nom. C'était la mise en évidence de la présence d'une tension dans la géométrie suivante. Imaginez un barreau conducteur, ici dirigé suivant X, qu'on va supposer suffisamment long pour ne pas être gêné par des problèmes bidimensionnels. Ça revient à supposer que les densités de courant ici sont uniformes. En plus du courant suivant X, nous rajoutons un champ magnétique suivant Z. La présence de ce champ magnétique entraîne une force sur les charges mobiles dans le conducteur qui font apparaître un champ que nous venons de définir suivant la direction Y. Et ce champ est à l'origine d'une tension, la tension de Hall, qui a été mesurée entre les deux faces du conducteur suivant Y. Et si cette tension de Hall est mesurée, c'est que les charges en fait, qui sont poussées par le champ, par la force de Lorentz, ces charges ne peuvent être évacuées suivant Y. Reprenons, donc le courant est appliqué suivant X. Le champ magnétique sera maximum si B est perpendiculaire à J compte tenu de ce que nous avons vu, et il est dirigé suivant Y. Si les charges les porteurs de charge sont des électrons de charge moins E, compte tenu de la force de Lorentz qu'ils exercent sur elles, on va voir apparaître sur une des faces une accumulation de charges négatives, les électrons mobiles qui ne peuvent pas être évacués, et sur l'autre face, les charges positives qui ne sont plus compensées, et c'est en fait cette densité de charge qui apparaît sur les deux faces qui donne naissance au champ EY, au champ de Hall. Ce champ EY, nous venons de le calculer, et compte tenu de la géométrie que nous avons définie, en particulier J et B sont orthogonaux, on obtient l'expression suivante: le champ EY est égal à moins JB sur EN, que je peux mettre aussi sous la forme suivante: le produit d'une constante RH qui est ici, multiplié par le courant et le champ magnétique. Et donc, comme nous venons de voir, le champ de Hall, il est créé par les porteurs de charge qui ne peuvent circuler suivant Y. La constante RH que nous venons de définir et qui est égale à 1 sur NQ, cette constante, c'est la constante de Hall. Donc le résultat de l'expérience, c'est que la tension mesurée suivant Y, qui est due à ce champ EY, permet d'accéder à deux quantités intéressantes: la densité de charge mobile dans le conducteur et surtout aussi au signe de la charge, qui peut être positive ou négative. Expliquer d'ailleurs pourquoi la charge peut être positive est relativement complexe et passe par une description beaucoup plus fine de la présence de la distribution des électrons dans un matériau. Donc nous ne nous intéresserons pas à cet aspect-là. Si nous revenons à l'expression de EY, nous obtenons le résultat suivant: EY divisé par le champ appliqué suivant X, c'est RH JB sur J sur sigma, compte tenu de la définition de RH et de la conductivité, c'est aussi le produit de la charge multiplié par le temps de relaxation divisé par la masse. La quantité qui est ici est une quantité importante, c'est ce qu'on appelle la mobilité des porteurs de charge, que nous appellerons mu, et cette mobilité des porteurs de charge est reliée à la conductivité par la relation suivante. Ce qui est intéressant, c'est de voir si l'effet Hall est un phénomène relativement important. On a vu que la constante de Hall varie comme 1 sur n. Donc, si nous prenons le cas d'un métal, le nombre de porteurs de charge par mètre cube mobile est de l'ordre de 10 puissance 28 par mètre cube. Calculons la constante de Hall correspondante.
compte tenu de la charge de l'électron, on trouve une constante de Hall qui est de l'ordre de 10-9. Donc le champ de Hall dans un métal est relativement faible. Par contre, si nous appliquons la même relation au cas d'un semi-conducteur, pour un semi-conducteur, le nombre de porteurs de charge, compte tenu du caractère et de la manière dont se distribuent les électrons dans un matériau semi-conducteur, le nombre de porteurs de charge mobiles est beaucoup plus faible. Il peut varier de 10 puissance 18 à 10 puissance 25. Du coup, la constante de Hall et le champ de Hall, qui varie comme 1 sur n, seront beaucoup plus élevés. C'est ce qui rend l'effet Hall très intéressant pour la mesure des champs magnétiques à partir de sondes à effet Hall qui sont basées sur des sondes qui utilisent des matériaux semi-conducteurs. Et dans l'étude aussi des semi-conducteurs, la mesure de l'effet Hall est une des expériences les plus importantes puisqu'elle permet aussi d'accéder, comme on l'a vu, à la mobilité des charges. On peut maintenant regarder ce qu'il en est du champ électrique que nous venons de définir. Après tout, ce champ électrique, il agit aussi sur les charges fixes du conducteur. Il a envie de les mettre en mouvement. La densité de ces charges fixes, elle est égale à -n, au nombre de porteurs libres, puisque l'ensemble est considéré comme neutre. Donc, si je regarde la manière dont ce champ agit sur les charges fixes, la force exercée, eh bien, c'est tout simplement moins Qn V vectoriel B. Si nous appliquons cette relation au cas d'un conducteur d'un fil de longueur dl parcouru par un courant I, nous allons obtenir donc pour l'élément de force df l'expression suivante, moins Qn dl V vectoriel B, moins QNV, ce n'est rien d'autre que le courant. Et donc, nous retrouvons ici une expression de la force de Laplace que nous avions déjà définie. Et d'une certaine manière, on peut considérer donc que la force de Laplace est transmise au porteur fixe par le champ de Hall et aurait envie de déplacer le conducteur si celui-ci pouvait être mis en mouvement ou était déformable. Nous venons d'étudier le cas de l'action du champ électrique et du champ magnétique sur des conducteurs fixes. Nous allons maintenant regarder ce qu'il en est en nous intéressant au cas de conducteurs en mouvement. La première des choses à faire, comme tout à l'heure, c'est d'établir l'équation du mouvement et qui va nous permettre d'introduire un concept très important qui est celui de champ électromoteur. Cette équation du mouvement, elle va donc concerner un conducteur animé d'une vitesse grand V, donc c'est le conducteur maintenant qui est en mouvement, et au sein de ce conducteur, nous avons des porteurs de charge mobiles qui, eux, sont animés d'une vitesse U. L'équation du mouvement en régime permanent va donc s'écrire de la manière suivante. On retrouve pour les porteurs libres la force de frottement que nous avions tout à l'heure. Mais ces porteurs libres maintenant ont une vitesse au sein du conducteur petit u plus la vitesse grand V qui est la vitesse du conducteur en mouvement. Comme tout à l'heure, nous cherchons à définir la vitesse petit u qui résulte de cette équation. Nous obtenons l'expression suivante. Et cette vitesse petit u, toujours en régime permanent, est liée au courant qui va circuler dans le conducteur, courant qui est dû à la densité de charge mobile grand N et à la charge Q de ces charges. Et j'obtiens donc l'expression suivante pour le courant, 3 composantes. Les deux que nous avions eues tout à l'heure dans le cas du conducteur fixe, c'est-à-dire celle qui est liée au champ électrique et celle qui est liée ici au terme de Hall, plus une nouvelle composante qui est liée à la vitesse du conducteur en mouvement. Bon, nous avons vu tout à l'heure, et nous retrouvons ici l'expression de la conductivité NQ2 tau sur M. Nous avions vu tout à l'heure que le terme de Hall était relativement faible dans un métal.
Donc nous allons le négliger dans la suite de notre calcul, ce qui va nous permettre de simplifier nos équations. Par contre, le deuxième terme que nous avons vu tout à l'heure dans l'expression de la vitesse, hein, qui est le terme V vectoriel B, je rappelle que V, c'est la vitesse du conducteur en mouvement, ce terme-là est analogue à un champ. Il est analogue à un champ, il est homogène au champ électrique appliqué. C'est ce champ qui résulte donc du produit vectoriel de la vitesse du conducteur en mouvement par le champ magnétique que nous allons appeler le champ électromoteur. Regardons ce que devient l'expression que nous avons établie maintenant en faisant une intégration le long d'une ligne de courant. Nous obtenons l'expression suivante. Hein, donc le long entre A et B, nous intégrons le terme qui est ici, donc J sur sigma dl, et l'expression de J que nous avions tout à l'heure, avec le terme lié au champ électrique régnant, plus ce nouveau terme-là. Nous avons négligé le terme qui venait, le terme de Hall. Si nous traduisons ces trois termes-là, nous obtenons les expressions suivantes. Le premier terme, la somme de A à B de J sur sigma dl, c'est rien d'autre, vous l'avez certainement vu en électrostatique, c'est rien d'autre que le produit de la résistance du fil entre A et B multiplié par le courant. Le deuxième terme, c'est la somme de A à B du champ électrique qui est appliqué, qui règne dans le fil. Comme le champ électrique dérive d'un potentiel, hein, E égale moins gradient de V, ça revient à intégrer moins gradient de V dl entre A et B, c'est rien d'autre que la différence de potentiel VA moins VB entre les points A et B. Et le troisième terme, qui est le plus important, c'est donc notre champ électromoteur, hein, c'est la force électromotrice qui va apparaître entre les deux points A et B à cause du mouvement du conducteur. Donc on obtient finalement l'équation suivante. La différence de potentiel entre A et B est égale à RI, la résistance multipliée par le courant, moins ce terme-là, qui est cette nouvelle force électromotrice liée au conducteur en mouvement. Si nous regardons ce qu'il en est pour un circuit fermé, la différence de potentiel VA moins VB, pour un circuit fermé, ce qui revient à dire que les points A et B sont confondus, la différence de potentiel VA moins VB est égale à 0. Résultat, la force électromotrice EAB est égale à RI. Et donc, il y a un résultat extrêmement important ici, c'est que la présence de cette force électromotrice, qui est due au conducteur en mouvement, est capable de faire circuler un courant. Hein, donc nous venons de démontrer qu'un courant peut circuler dans un conducteur fermé en mouvement, dans un champ magnétique, à l'absence de tout générateur. Donc il y a un résultat nouveau qui fait apparaître pour la première fois cette notion d'induction. Hein, c'est-à-dire que le mouvement du conducteur dans le champ induit dans le conducteur la présence d'un courant. La deuxième partie de cette leçon va concerner maintenant la force de la place. Puis nous avons donc toujours un champ électrique et un champ magnétique qui s'appliquent sur un conducteur en mouvement. On va tenir compte donc du déplacement des charges fixes et des charges mobiles pour regarder la force de la place et plus tard s'intéresser au travail de ces forces. L'élément de force donc, exercé par le champ électrique et le champ magnétique sur les charges fixes et sur les charges mobiles s'écrit de la manière suivante. Donc, pour les charges mobiles, nous tenons compte de la vitesse des charges mobiles dans le conducteur et de la vitesse du conducteur. Et pour les charges fixes, bien sûr, nous ne tenons compte que de la vitesse du conducteur. La neutralité électrique globale du conducteur veut que la densité de charge mobile
plus la densité de charge fixe soit nulle. Donc si nous tenons compte de cette relation dans la relation précédente, nous obtenons une expression très simple pour l'élément de force de la place, dF, il est égal à ρm petit u vectoriel BdV, et ça, c'est rien d'autre que la densité de courant, donc J vectoriel B dV. Donc, résultat, la force de la place agissant sur le conducteur fixe est due à la force magnétique agissant sur les charges mobiles et transmise aux charges fixes, donc au conducteur, par le champ de Hall, résultat que nous avions obtenu tout à l'heure en étudiant l'effet Hall. Le résultat que nous venons d'obtenir peut être généralisé pour un volume V. À ce moment-là, la force de la place va prendre pour un volume V l'expression suivante, c'est l'intégrale sur le volume du produit vectoriel de la distribution de courant multiplié par le champ magnétique. Puisque nous avons une force, on peut définir un moment pour cette force. Si nous définissons le moment de cette force par rapport à un point O, eh bien, ça va être l'intégrale sur le volume V de OP, P étant un élément du volume, multiplié par l'élément de force de la place, dFL. Compte tenu de l'expression de la force de la place, nous obtenons l'expression suivante pour le moment. En toute rigueur, B, pour l'instant, c'est le champ appliqué. Nous venons de voir que ce champ est capable de faire circuler un courant dans le conducteur en mouvement. Donc on pourrait se poser la question de l'influence du champ créé par les charges en mouvement, qui alors ces charges en mouvement mises en mouvement par le champ appliqué, créent à leur tour un champ magnétique. Mais si le conducteur est rigide, l'influence de ce champ est sans effet sur le conducteur. Appliquons maintenant le résultat que nous venons d'obtenir au cas d'un conducteur filiforme. On retrouve une relation déjà établie, c'est-à-dire pour un conducteur filiforme, la densité de courant multipliée par dV se ramène au courant multiplié par un élément de surface multiplié par dL, et JS, c'est rien d'autre que le courant qui circule dans le conducteur filiforme. Donc JdV est égal à IdL. La force de la place à ce moment-là va prendre l'expression suivante. Le courant qui est ici, qui est constant dans le conducteur filiforme, pouvant sortir de l'intégrale. Et le moment de la force de la place va prendre l'expression suivante. Imaginons maintenant que le champ B est constant et que le contour C est fermé. À ce moment-là, l'expression de la force de la place est la suivante, c'est I, l'intégrale sur C de dL, vectoriel B que je peux sortir de l'intégrale puisque B est constant. Mais l'intégrale d'un contour fermé, l'intégrale est égale à 0. Et donc, le résultat important, c'est que la force de la place exercée sur un conducteur filiforme fermé sera nulle, ce qui n'est pas le cas du moment, qui aura dans ce cas-là l'expression suivante que nous avons établie tout à l'heure. On pourrait aller un petit peu plus loin et à partir d'un peu de calcul vectoriel, on peut montrer que le moment que nous venons de définir peut se mettre sous une autre forme. C'est toujours le courant, mais ce coup-ci est multiplié par l'intégrale sur la surface définie par le contour de ds vectoriel B, où S est une surface qui s'appuie sur C et qui est orientée suivant le courant circulant dans C. En redéfinissant, comme nous l'avons fait dans la leçon précédente, le moment magnétique du circuit de la manière suivante, c'est-à-dire le produit du courant par l'intégrale de la surface qui peut aussi s'exprimer de la manière suivante, nous obtenons donc l'expression suivante pour le moment si
nous nous intéressons à une distribution volumique du courant, ou celle-ci si nous nous intéressons à un circuit filiforme, en ayant donc défini le moment magnétique du circuit de la manière suivante. On obtient une expression extrêmement simple pour le moment des forces de Laplace. Cette expression est la suivante. C'est le produit vectoriel du moment par le champ magnétique. Intéressons-nous maintenant au travail des forces de Laplace. Reprenons donc la définition du problème. Un conducteur soumis à un champ électrique et à un champ magnétique, et au sein de ce conducteur, sous l'action de la force de Lorentz, les charges mobiles ρm se déplacent de l'élément dr, qui comprend la partie liée à la vitesse des charges mobiles dans le conducteur, plus la partie liée au déplacement du conducteur lié à la vitesse grand V, d'où deux déplacements, petit dl plus grand dl. Les charges fixes, elles, ne vont se déplacer que de l'élément grand dl qui est ici, qui est égal à vdt. Et nous allons calculer le travail de l'ensemble. Le travail, il comprend donc la partie liée aux charges mobiles qui se déplacent de dl, d petit l plus d grand L avec un élément de force dfm, et la partie liée aux charges fixes, qu'on peut réécrire de la manière suivante en regroupant les parties qui dépendent de d grand L, c'est-à-dire du déplacement du conducteur à la vitesse grand V. Donc ça, c'est la partie uniquement liée aux charges mobiles. Ce sera donc le travail des charges mobiles dans le conducteur. Et ça, ce sera le travail des forces de Laplace proprement dit. Donc, comme on vient de le voir, cet élément dTm ici, c'est le travail uniquement lié aux charges mobiles en mouvement dans le conducteur. Le deuxième terme est le travail des forces de Laplace proprement dites, qui comprend donc la contribution due aux charges mobiles et la contribution due aux charges fixes. Si nous revenons maintenant aux expressions de dTm et dTl, nous obtenons les résultats suivants. D'abord, pour le travail lié aux charges mobiles, il a l'expression suivante, où nous retrouvons ici donc, la vitesse U des charges mobiles à mouvement dans le conducteur et la vitesse du conducteur proprement dite. Quand on va faire le produit vectoriel ici de U plus V vectoriel B par le scalaire de U, le terme U vectoriel B scalaire U va être en fait égal à 0. Il nous reste donc l'expression suivante pour le travail des charges mobiles, et compte tenu de la définition du courant qui est égal à ρmu, le travail des charges mobiles peut s'exprimer de la manière suivante: E plus V, la vitesse de déplacement du conducteur, vectoriel B, JDT dV. Si V est égal à 0, on retrouverait la conductivité proprement dite. Pour les forces de Laplace, on fait le même calcul. On avait l'expression suivante, et compte tenu de la neutralité électrique globale, ρm plus ρf qui est égal à 0, l'ensemble des charges mobiles et des charges fixes se compense. L'expression du travail des forces de Laplace se ramène à l'expression suivante, où nous pouvons aussi faire apparaître le terme lié au courant qui est ρm fois petit u, d'où l'expression suivante pour dTl. Si nous faisons la somme de l'ensemble des travaux, c'est-à-dire celui lié aux charges mobiles, celui lié aux forces de Laplace, et nous divisons par dt et par l'élément de volume dV, nous obtenons l'expression suivante. Et quand on fait la somme de ces deux termes, compte tenu ici du produit vectoriel où l'ordre des termes est inversé, en fait, les deux termes magnétiques se compensent et l'expression se simplifie et se ramène finalement au produit scalaire du champ électrique par le courant.
on dit que les termes d'origine magnétique se compensent, ce qui fait dire d'une autre manière que les forces magnétiques ne travaillaient pas, puisque cette partie-là, qui venait des charges mobiles, donc qui est liée au mouvement des charges dans le conducteur, est compensée par la partie ici, qui vient des charges fixes, donc par le mouvement du conducteur. En fait, derrière cette notion des forces magnétiques qui ne travaillent pas, la compensation entre les deux termes qui sont ici est liée finalement à la conversion de l'électricité, enfin de l'énergie électrique, qui est le mouvement des charges dans le conducteur, à une énergie mécanique, qui est le déplacement du conducteur. Et en fait, c'est la base de la conversion électromécanique qui trouve de nombreuses applications dans tout ce qui est générateur ou moteur électrique. Nous allons maintenant rechercher une autre expression du travail des forces de Laplace qui va nous permettre d'établir le théorème de Maxwell. Revenons à l'expression du travail des forces de Laplace que nous venons d'établir, qui donc sera menée au produit vectoriel J vectoriel B multiplié ici par la vitesse de déplacement du conducteur. Si nous appliquons ça à un circuit filiforme, le produit JV, comme on l'a vu plusieurs fois, se ramène en fait au produit ici de I multiplié par dl. Donc nous obtenons cette expression du travail des forces de Laplace pour un circuit filiforme. Que pouvons-nous dire du terme VDT? Eh bien, on l'a vu, il correspond au déplacement élémentaire du conducteur à la vitesse V pendant l'élément dt. Donc, finalement, le travail élémentaire des forces de Laplace pour notre conducteur filiforme va prendre l'expression suivante, où nous avons ici utilisé une propriété du produit vectoriel pour permuter un certain nombre de termes et faire apparaître notamment le produit vectoriel de dl, qui est le déplacement à la vitesse du conducteur, et puis dl, qui est un élément le long du conducteur. Que représente le terme dl vectoriel dl qui est ici? Eh bien, si nous regardons la figure suivante, voici donc le circuit C, l'élément conducteur le long de ce circuit dl, et ce circuit donc, filiforme fermé s'est déplacé de d grand L qui est ici. Le produit vectoriel de dl par d petit l n'est rien d'autre que l'élément de surface élémentaire d2s qui est ici. Donc d2s, c'est la surface balayée par l'élément de circuit dl pendant le déplacement d grand L. D'où une nouvelle expression du travail élémentaire des forces de Laplace, c'est finalement le produit du courant par le champ et l'élément de surface correspondante. Mais le produit du champ magnétique par le scalaire qui est ici, ben, c'est rien d'autre que l'élément d2φ du flux du champ magnétique qui va être balayé pendant le déplacement du conducteur. Donc d2φ qui est égal à Bn d2s et le flux de B à travers la surface balayée d2s. Si nous regardons maintenant ce qu'il en est pour l'ensemble du circuit, eh bien, le travail élémentaire des forces de Laplace pour maintenant l'ensemble du circuit, ce sera tout simplement l'intégrale de d2φ, c'est-à-dire dφ, qui est l'élément de flux balayé par le flux de B à travers la surface ds, balayée par l'ensemble du circuit dans le déplacement dl, c'est-à-dire toute la surface dl qui est représentée ici sur la figure. On peut représenter ça et calculer cet élément de surface ds d'une autre manière. Soit le schéma suivant. Nous avons ici donc le circuit C1 qui se déplace en C2 hein, sous l'effet de la vitesse du conducteur et donc l'élément de surface ds que nous venons de définir. On rajoute ici la surface S1 et la surface S2. Donc l'ensemble
S1 plus S2 plus ds constitue une surface fermée, hein, où l'élément ds est dû au déplacement, comme on l'a vu, de C1 à C2. Si je calcule le flux du champ magnétique à travers cette surface, puisqu'il s'agit d'une surface fermée, nous avons vu que le flux du champ magnétique à travers cette surface doit être nul. Donc, le flux à travers S1 plus le flux à travers S2 plus le flux à travers ds va être nul. Le flux à travers S1, c'est moins φ1, compte tenu de l'orientation des différents éléments de surface. Le flux à travers φ2, à travers S2, c'est φ2. Et le flux à travers ds, c'est le flux en fait défissé. Et que représente défissé? C'est φ2 moins φ1. C'est l'élément défi que nous avons défini tout à l'heure, hein, qui était balayé par le circuit C quand il se déplaçait de dl. Et cet élément défissé, on peut le voir de flux défissé, on peut le voir d'une autre manière, c'est finalement le flux coupé, hein, qui est égal à la variation de flux à travers toute surface s'appuyant sur le contour C. D'où une nouvelle expression de l'élément de travail des forces de Laplace, c'est soit le flux coupé, soit l'élément de flux défi que nous avions défini tout à l'heure. Donc, première expression du théorème de Maxwell, hein, le travail des forces de Laplace appliqué à un circuit rigide filiforme, parcouru par un courant I, qui se déplace dans un champ B. Ce travail des forces de Laplace, si le champ est constant, il est égal au produit de I par la variation de flux à travers le circuit. Ce qui nous permet d'introduire une nouvelle notion. Si nous regardons qui est la règle du flux maximal, si nous revenons à l'expression de dTL, c'est I défi. C'est aussi donc la dérivée, puisque I est constant, c'est la dérivée de I phi. Or, le résultat ici, hein, l'élément dTL, il est finalement indépendant du chemin que nous allons parcourir, que le circuit C va parcourir entre C1 et C2. Donc, TL apparaît en fait comme la diminution d'une énergie potentielle, grand U, que je vais appeler, qui est égale à moins I phi. Puisque la variation, enfin l'élément de travail ici, est indépendant du chemin parcouru, hein, TL apparaît comme la diminution de cette énergie potentielle. Conclusion, si le circuit peut évoluer sous l'action des forces de Laplace dues à un champ extérieur B, celles-ci vont lui fournir un travail, dTL, qui est égal à I défi. Et le résultat, c'est que, puisque dTL est égal à I défi, le flux phi va avoir tendance à augmenter jusqu'à atteindre la valeur maximale possible compte tenu de l'orientation de B et de I. Un exemple bien connu de ça, c'est le résultat suivant. Si nous avons une spire parcourue par un courant I et que cette spire est libre, elle peut tourner par exemple sur elle-même, elle peut tourner autour d'un axe, elle va s'orienter en présence d'un champ de telle sorte que le flux soit maximal sous l'effet des forces de Laplace. Cette conclusion et donc ce théorème de Maxwell termine notre troisième leçon de magnétostatique sur l'action d'un champ électrique et d'un champ magnétique sur des conducteurs fixes ou des conducteurs en mouvement. S'il fallait en retenir quelque chose, c'est peut-être la notion de force électromotrice et la notion d'induction que nous avons introduite tout à l'heure et que nous allons reprendre de manière plus approfondie dans le chapitre suivant sur l'induction électromagnétique.